La vapeur flottait encore dans l'air de la salle de bain lorsque j'entendis la porte d'entrée se refermer avec ce bruit familier que je connaissais si bien. Klaus était rentré plus tôt, pensais-je, en m'enveloppant rapidement dans la serviette en coton égyptien que sa famille avait héritée de générations précédentes. Chaque détail de cette maison viennoise respirait la tradition, des carreaux de porcelaine aux serviettes brodées du monogramme familial. Mais lorsque j'ouvris la porte de la salle de bain, ce n'était pas Klaus qui m'attendait dans le couloir. Margaret von Habsburg se tenait devant moi, élégante comme toujours dans son tailleur de tweed gris perle, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux verts. Quelque chose que je n'avais jamais vu au cours des 8 mois passés à vivre dans cette maison impériale. Son regard parcourut ma silhouette enveloppée dans la serviette avec une intensité qui me fit frissonner, non pas de froid, mais d'une sensation bien plus troublante. « Ingrid », murmura-t-elle avec cette voix cultivée qui me faisait toujours sentir étrangère dans ma propre peau. Mais cette fois, il y avait une rauque à peine perceptible qui me donna la chair de poule. La serviette glissa légèrement de mes épaules humides, et je vis ses pupilles se dilater. À cet instant, je compris d'où Klaus avait hérité ce regard affamé qu'il me lançait lors de nos nuits intimes. Mais chez Margaret, cette même intensité semblait infiniment plus dangereuse, plus dévastatrice. Je pensais que vous étiez au club de bridge, parvins-je à murmurer en serrant la serviette contre ma poitrine. Elle fit un pas vers moi, et son parfum de rose et de santal m'enveloppa comme une caresse. Changement de programme, répondit-elle simplement, mais la manière dont elle le dit, les lèvres légèrement entr'ouvertes, me donna l'impression qu'elle venait de me confier un secret intime. Aujourd'hui, 3 mois après ce moment qui a tout changé, je suis assise à mon bureau, écrivant ces mots de mes mains tremblantes, essayant de comprendre comment j'en suis arrivée là. Comment une jeune épouse allemande, désespérée de s'intégrer à l'aristocratie autrichienne, s'est retrouvée en proie à un désir que les femmes respectables n'osent même pas imaginer. Bonjour, chers abonnés! Avant de poursuivre cette histoire intense, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et laissez-moi savoir dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Une fois le récit terminé, merci de noter l'histoire de 0 à 10 dans les commentaires et de me dire ce qui vous a le plus plu. Vos avis sont très importants pour moi. Tout a commencé il y a 1 an, lorsque Klaus m'a amené pour la première fois dans cette imposante résidence du quartier d'Innerstadt. La maison, avec ses plafonds ornés et ses lustres de cristal qui avaient éclairé des générations de dîners familiaux, m'intimidait autant que sa maîtresse. Margaret von Habsburg était exactement ce qu'une belle-mère aristocratique autrichienne devait être. Froide, parfaitement maîtrisée et avec des attentes si élevées qu'elle frôlait l'impossible. Une épouse doit être le reflet silencieux mais irréprochable de la dignité de son mari, m'avait-elle dit lors de notre premier dîner formel, tandis que je luttais pour me souvenir quel couvert utiliser pour chaque plat. Dans notre famille, les traditions ne sont pas des suggestions, Ingrid. Ce sont des commandements. Pendant des mois, j'ai tenté désespérément de répondre à chacune de ces attentes. J'ai troqué ma garde-robe spontanée contre des robes midi conservatrices et des cardigans en laine. J'ai appris à garder une posture droite même lorsque chaque fibre de mon être voulait se relâcher. J'ai pratiqué jusqu'à ce que mes chignons soient aussi parfaits que les siens, bien que mes cheveux blonds rebelles trouvaient toujours le moyen de laisser échapper quelques mèches. Klaus semblait fier de ma transformation, mais moi, je sentais que je disparaissais peu à peu. Chaque soir, je me regardais dans le miroir de notre chambre et voyais une étrangère habillée de vêtements qui ne m'appartenaient pas, arborant des sourires qui n'étaient pas les miens. C'est alors que les rêves ont commencé. Au début, ils étaient des fragments confus, une main féminine caressant mon visage, des lèvres douces pressées contre mon cou, des murmures dans une langue que je ne pouvais identifier, mais que mon corps semblait comprendre parfaitement. Je me réveillais toujours le cœur battant et une moiteur entre les jambes qui me faisait me sentir coupable pendant des jours. La femme dans mes rêves avait un visage flou, comme si mon subconscient refusait de révéler son identité. Mais ses mains étaient si réelles que je pouvais sentir leurs caresses des heures après m'être réveillée. Elles avaient l'élégance de quelqu'un habitué au luxe, mais aussi une urgence désespérée qui me faisait gémir son nom dans mes rêves, bien que je ne puisse jamais me souvenir de ce nom. J'ai commencé à tenir un journal secret où je notais chaque détail de ces rencontres nocturnes. Je le cachais dans le double fond de ma boîte à bijoux, derrière les colliers de perles que Margaret avait insisté pour m'acheter pour des occasions appropriées. Dans ces pages, je me permettais d'être honnête sur mes désirs, sur la manière dont mon corps aspirait à des choses que mon esprit éduqué refusait de nommer. Klaus et moi avions une vie sexuelle satisfaisante. Du moins, c'est ce que je pensais. Il était attentionné, doux, s'assurait toujours que j'atteigne l'orgasme avant lui. Mais même dans nos moments les plus intimes, une partie de moi se sentait spectatrice de ma propre passion. C'était comme s'il y avait une pièce verrouillée en moi, et Klaus n'avait accès qu'au vestibule. La première fois que j'ai vraiment vu Margaret, c'était lors du dîner de Pâques. Nous vivions dans la même maison depuis des mois,
Mais elle maintenait une distance si formelle que je n'avais jamais vraiment prêté attention à ses détails les plus intimes. Ce soir-là, alors qu'elle servait le vin dans des verres de cristal taillés, la lumière du chandelier éclaira son profil d'une manière qui me coupa le souffle. Elle avait une beauté mature et sophistiquée que Klaus, à 32 ans, commençait à peine à développer. Mais il y avait plus, une sensualité réprimée qui se révélait dans la manière dont ses lèvres s'incurvaient légèrement quand elle pensait que personne ne l'observait, dans la façon dont ses doigts caressaient distraitement le bord de son verre de vin. Ce soir-là, j'ai rêvé d'elle pour la première fois. Dans le rêve, nous étions dans la bibliothèque de la maison, entourés de volumes reliés de cuir ayant appartenu à l'arrière-grand-père de Klaus. Mais au lieu de la formalité habituelle, Margaret me regardait avec une chaleur dévastatrice. Ses mains, celles que j'avais admirées pendant le dîner, traçaient les contours de mon visage, tandis qu'elle murmurait mon nom comme une prière. Je me réveillai en sueur, avec un désir si intense que je dus me mordre le poing pour ne pas gémir. Klaus dormait profondément à mes côtés, inconscient du séisme émotionnel que sa femme venait de vivre. À partir de cette nuit, les rêves devinrent plus fréquents et plus explicites. Margaret apparaissait dans différents décors de la maison, dans la cuisine, préparant un strudel, tout en m'apprenant à rouler la pâte avec des mouvements de plus en plus sensuels. Dans le jardin parmi les roses, où ses lèvres avaient un goût de miel et de promesses interdites, dans ma propre chambre, murmurant des secrets que mon esprit conscient refusait de se rappeler. Je commençais à l'observer avec une nouvelle intensité lors de nos interactions quotidiennes. Je remarquais comment ses yeux s'attardaient une fraction de seconde de trop sur mes lèvres quand je parlais, comment sa respiration s'altérait légèrement lorsque je frôlais accidentellement sa main en lui passant le thé. Des détails infimes, probablement issus de mon imagination coupable, mais qui nourrissaient mes fantasmes nocturnes. La situation devint intenable le jour où Klaus dut partir à Salzbourg pour affaires. C'était la première fois que Margaret et moi serions complètement seuls dans la maison pendant plusieurs jours. « J'espère que tu sauras maintenir les standards appropriés, même en mon absence », m'avait dit Klaus avant de partir, en embrassant mon front avec cette tendresse condescendante qui commençait à m'irriter. « Mère sera un excellent exemple pour toi. » S'il avait su ce que son excellent exemple de mère faisait à mes rêves et à ma santé mentale, il aurait probablement annulé son voyage. La première nuit seule avec Margaret, nous dînâmes dans un silence tendu. Elle avait préparé du Tafelspitz, le plat traditionnel autrichien que Klaus adorait, mais qu'elle savait que je trouvais trop lourd. C'était comme si elle me testait, évaluant jusqu'où j'étais prête à sacrifier mes propres préférences pour maintenir l'harmonie familiale. « La dîner ne te plaît pas, ma chère ?» demanda-t-elle avec cette préoccupation polie qu'elle avait perfectionnée au fil de décennies de dîners mondains. « C'est délicieux, mentis-je, en prenant une autre bouchée de ce plat qui me retournait l'estomac. Ses yeux verts m'étudièrent avec une intensité nouvelle. « Tu sais, Ingrid, tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi quand nous sommes seuls. » Cette phrase me prit complètement au dépourvu. En 8 mois de cohabitation, nous n'avions jamais eu une conversation qui s'approchait de près ou de loin du personnel. « Je ne fais pas semblant, » répondis-je, mais ma voix sortit plus faible que je ne l'avais prévu. Elle se pencha légèrement en avant, et son parfum me frappa comme une vague. « Ma chère enfant, j'observe les gens depuis plus d'années que tu n'as vécu. Je sais reconnaître quand quelqu'un joue un rôle. » Ces mots me coupèrent le souffle. Étais-je si transparente? Klaus avait-il aussi remarqué mon inconfort constant? « Je ne vois pas de quoi tu parles, » murmurai-je. Mais même en le disant, je sentis ma façade soigneusement construite s'effondrer. Margaret se leva de sa chaise et s'approcha de la mienne. Lorsqu'elle fut assez près pour que je puisse voir les petites rides autour de ses yeux, elle tendit la main et toucha doucement ma joue. « Tu as des yeux si expressifs, Ingrid. Ils racontent des histoires que ta bouche refuse de prononcer. » À cet instant, le temps s'arrêta. Son toucher était exactement comme dans mes rêves. Doux mais ferme, chaud, mais avec une urgence sous-jacente qui me fit trembler. Pendant une seconde qui dura une éternité, je crus qu'elle allait se pencher pour m'embrasser. Au lieu de cela, elle retira sa main et retourna à sa place avec sa composure habituelle. « Nous devrions finir le dîner, » dit-elle, comme si rien ne s'était passé. Mais je pouvais voir ses propres mains trembler légèrement, tandis qu'elle coupait sa viande. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais son toucher sur ma joue comme une marque brûlante. Je me levais 3 fois pour boire de l'eau, espérant que l'air frais du couloir m'aiderait à clarifier mes pensées confuses. Ce fut lors de ma 3e excursion nocturne que je vis de la lumière filtrer sous la porte de sa chambre. Sans réfléchir aux conséquences, je m'approchai et collai l'oreille contre la porte. Ce que j'entendis me laissa paralysée. Margaret murmurait mon nom dans l'obscurité de sa chambre, avec une voix empreinte d'un désir si pur et désespéré que j'eus l'impression d'être transpercée par une flèche. Je courus dans ma chambre et passai le reste de la nuit à écrire frénétiquement dans mon journal, essayant de comprendre la réalité que mes sentiments interdits n'étaient pas à sens unique. Tout changea ce matin d'avril où je décidai de prendre un bain tôt, pensant que Margaret était encore à son club de bridge.
Le destin, ou peut-être quelque chose de plus puissant, avait décidé que nos chemins se croiseraient au moment le plus vulnérable possible. Et maintenant, tandis que j'écris ces mots, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cet instant dans le couloir, quand j'ai vu dans ses yeux le même désir qui me tourmentait depuis des mois, a changé quelque chose de fondamental entre nous. La question qui me tient éveillée la nuit n'est plus de savoir si ce que je ressens est approprié ou moralement correct. La question est, que ferons-nous de cela? Les jours qui suivirent notre rencontre dans le couloir furent comme marcher sur du verre brisé. Chaque interaction avec Margaret était chargée d'une électricité qui menaçait d'incendier la façade de normalité que nous essayions toutes deux de maintenir. Elle avait repris son comportement formel habituel, mais je pouvais maintenant voir les fissures dans son armure parfaite. Au petit déjeuner, lorsqu'elle me passait la confiture d'abricot qu'elle faisait elle-même chaque printemps, ses doigts effleuraient les miens délibérément. C'était un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais la manière dont ses yeux rencontraient les miens ensuite me disait le contraire. Dans ces moments, je voyais la vraie femme sous la façade aristocratique, vulnérable, affamée, aussi perdue que moi. Klaus revint de Salzbourg avec des cadeaux et des sourires, totalement inconscient de la révolution silencieuse qui s'était produite en son absence. Il m'offrit un collier de grenat qui, selon lui, rehausserait mon élégance naturelle, et à sa mère, une première édition de Stefan Zweig qu'elle reçut avec sa gratitude polie habituelle. « Comment mes deux femmes préférées se sont-elles comportées pendant mon absence ?» demanda-t-il ce soir-là pendant le dîner, en servant du vin rouge dans nos verres avec un sourire satisfait. « Ta femme a été l'incarnation de la perfection, » répondit Margaret, mais lorsque Klaus ne regardait pas, ses yeux croisèrent les miens avec une intensité qui me fit déglutir difficilement. Une véritable dame autrichienne. Les mots sonnaient comme un compliment, mais je pouvais entendre la double intention, la référence subtile à notre moment d'honnêteté, lorsqu'elle avait touché ma joue et m'avait dit que je n'avais pas besoin de faire semblant avec elle. Ce soir-là, Klaus me fit l'amour avec une passion renouvelée, comme si les jours de séparation avaient intensifié son désir. Ses mains parcouraient mon corps avec familiarité, ses lèvres m'embrassaient avec la tendresse habituelle, mais pendant qu'il bougeait en moi, mon esprit traître imaginait que c'étaient les mains de Margaret qui me caressaient, ses lèvres qui murmuraient mon nom. L'orgasme arriva avec une intensité qui me surprit, mais ce n'était pas Klaus qui avait provoqué cette explosion de plaisir. C'était l'image mentale de Margaret qui m'avait menée au bord du précipice, et cette réalisation me remplit d'une culpabilité si profonde que je ne pus le regarder dans les yeux après. « Tu m'as tellement manqué !» murmura Klaus contre mon cou, interprétant mes tremblements comme une émotion liée à son retour. « Toi aussi !» mentis-je, me détestant pour la facilité avec laquelle les mensonges sortirent de mes lèvres. Les jours suivants établirent une routine dangereuse de regards volés et de contacts accidentels. Margaret commença à trouver des excuses pour être près de moi. Elle m'apprenait à préparer une sachère torte dans la cuisine, se tenant derrière moi pour guider mes mains pendant que je battais la crème, son souffle chaud contre mon oreille me faisant frissonner. L'après-midi, elle me demandait de l'accompagner pendant qu'elle arrangeait les roses du jardin, nos bras se frôlant tandis que nous travaillions côte à côte dans un silence chargé de tension. « Tu as des mains d'artiste ?» me dit-elle un après-midi en m'observant tailler les rosiers avec la délicatesse qu'elle m'avait apprise. Délicate mais ferme, parfaite pour créer de la beauté. Ces mots me firent rougir, surtout à cause de la manière dont ses yeux se fixaient sur mes mains pendant qu'elle parlait. Je pouvais l'imaginer penser à d'autres choses que ses mains pourraient créer, d'autres manières dont elles pourraient donner du plaisir. « Margaret », murmurai-je son nom comme une prière, sans savoir exactement ce que je voulais dire ensuite. Elle s'approcha si près que je pus compter chaque petite ligne autour de ses yeux verts. « Dis-moi, Ingrid, que veux-tu dire ?» Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Que je rêvais d'elle toutes les nuits? Que son moindre toucher éveillait en moi des désirs dont j'ignorais l'existence? Que j'étais en train de tomber amoureuse de la mère de mon mari d'une manière qui défiait toute logique et toute moralité? Au lieu de mots, je laissai ma main se lever et toucher sa joue, imitant ce qu'elle avait fait avec moi cette nuit-là dans la salle à manger. Sa peau était douce comme des pétales de rose, et lorsqu'elle ferma les yeux sous ma caresse, je pus voir sa façade de contrôle s'effondrer complètement. « C'est dangereux », murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas de mon toucher. « Je sais », admis-je, traçant la ligne de son pommette avec mon pouce. « Mais je ne peux pas arrêter. » Ses yeux s'ouvrirent et me regardèrent avec une intensité qui me donna l'impression d'être examinée jusqu'au fond de l'âme. « Sais-tu ce que tu demandes, petite ?» La manière dont elle dit « petite » ne semblait pas condescendante, mais intime, possessive, comme si je lui appartenais d'une manière fondamentale. « Non », admis-je honnêtement, « mais je sais ce que je veux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, nous entendîmes la voix de Klaus m'appeler depuis la maison. Margaret s'éloigna immédiatement, recomposant son expression en la masque parfaite qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies. « Ton mari te cherche », dit-elle d'une voix neutre,
mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement, tandis qu'elle ramassait ses cisailles de jardinage. Cette nuit-là, je ne pus me concentrer sur rien. Klaus me parlait de sa journée au bureau, des clients difficiles et des réunions ennuyeuses, mais je ne pouvais penser qu'au moment dans le jardin, à la manière dont les yeux de Margaret s'étaient assombris lorsque j'avais touché son visage. « Tout va bien, Liebling ?» me demanda Klaus, utilisant le terme affectueux allemand qui me faisait toujours sentir chez moi. « Tu sembles distraite ?»« Juste fatiguée, mentis-je, forçant un sourire. Margaret et moi avons beaucoup travaillé dans le jardin. Je suis content que vous vous entendiez si bien, dit-il en servant plus de vin dans mon verre. Au début, j'avais peur que mère soit trop intense pour toi. Elle peut être très exigeante. S'il avait su exactement de quelle manière sa mère était intense avec moi, il n'aurait probablement pas été si satisfait. Cette nuit-là, je rêvais plus vivement que jamais. Margaret et moi étions dans la bibliothèque, mais cette fois, le rêve était différent, plus explicite, plus réel. Ses mains exploraient mon corps avec une désespérance qui égalait la mienne. Ses lèvres laissaient des marques invisibles sur ma peau que je pouvais sentir des heures après mon réveil. Dans le rêve, elle me murmurait en allemand, des mots que je ne pouvais pas comprendre complètement, mais auxquels mon corps répondait comme à des ordres. Je me réveillais avec mon propre gémissement et découvris que je m'étais touchée dans mon sommeil, ma chemise de nuit trempée de sueur et de désir. Klaus dormait profondément à mes côtés, sa respiration régulière et paisible. Pendant un instant, je ressentis une pointe de culpabilité si intense que je pensais à le réveiller pour tout lui confesser. Mais que lui dirais-je? Que j'étais en train de tomber amoureuse de sa mère? Que chaque jour qui passait, mon désir pour elle devenait insupportable? Au lieu de cela, je me levai silencieusement et me dirigeai vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. La maison était plongée dans l'obscurité totale, seulement éclairée par la lumière de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres. Alors que je buvais de l'eau froide directement au robinet, j'entendis des pas légers dans l'escalier. Margaret apparut à la porte de la cuisine, vêtue d'un peignoir de soie bleu marine qui faisait briller ses yeux comme des émeraudes dans la pénombre. Ses cheveux, habituellement coiffés avec perfection, tombaient en vagues douces sur ses épaules, la rendant des années plus jeune. « Tu ne dors pas ?» me demanda-t-elle doucement. « Des cauchemars, mentis-je, bien que techniquement c'était tout le contraire. » Elle s'approcha lentement, comme si elle avançait vers un animal sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. « Veux-tu en parler ?» L'ironie de la situation ne m'échappa pas. La femme qui hantait mes rêves les plus intimes me demandait si je voulais parler de mes cauchemars. « Je ne pense pas que ce soit approprié, » murmurai-je. « Approprié ?» répéta-t-elle avec un sourire amer. Ce mot a régi ma vie pendant plus d'années que je ne peux en compter. Sais-tu ce qui est approprié, Ingrid? Épouser un homme que tu n'aimes pas parce que c'est ce que ta famille attend. Sourire lors de dîners interminables pendant que ton âme meurt d'ennui. Réprimer chaque désir réel que tu as eu pendant 52 ans parce qu'il ne correspond pas à l'image que tu dois projeter. Ces mots me frappèrent comme une confession. Pour la première fois, je voyais la vraie Margaret, pas l'aristocrate parfaite qu'elle présentait au monde. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle s'approcha jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. « Parce que tu m'as rappelé ce que c'est de ressentir quelque chose de réel. Parce que lorsque tu me regardes, je vois dans tes yeux la même faim que j'ai niée en moi pendant des décennies. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Margaret, dis-moi que je suis folle, » m'interrompit-elle, sa voix rauque d'émotion. « Dis-moi que j'imagine cette tension entre nous. Dis-moi que lorsque je touche ta peau, tu ne ressens pas la même électricité que moi. » Je ne pouvais pas mentir, pas quand elle était si proche que je pouvais voir ses lèvres trembler légèrement. « Je ne peux pas dire ça. » Ses yeux se fermèrent, comme si mes mots étaient à la fois un soulagement et un tourment. « Mon Dieu, que faisons-nous » Avant que je ne puisse répondre, elle s'approcha encore et toucha mon visage avec ses deux mains, comme elle l'avait fait dans le jardin, mais avec une intensité qui me laissa sans souffle. Ses pouces tracèrent mes lèvres, avec une révérence qui me fit trembler. « Tu es si belle, » murmura-t-elle, « si jeune, si pleine de vie. Je ne devrais pas vouloir te toucher ainsi, mais tu le veux. Ce n'était pas une question. De chaque fibre de mon être, admit-elle, et dans ces mots, je pouvais entendre des années de désir réprimés se libérer comme un torrent. Nous restâmes ainsi pendant un moment qui dura une éternité, ses mains sur mon visage, nos corps si proches que je pouvais sentir sa poitrine se soulever et retomber avec chaque respiration laborieuse. L'air entre nous s'épaissit de promesses non dites et de désirs qui menacèrent de nous consumer. Ce fut elle qui s'écarta en premier, me laissant avec une sensation de perte si intense que je faillis gémir de protestation. « Nous devrions retourner dans nos chambres, » dit-elle, mais sa voix semblait aller contre chaque instinct qu'elle possédait. « Et ensuite ?» demandai-je, désespérée par un signe que cela ne s'arrêterait pas ici, dans cette cuisine éclairée par la lune, avec des mots de désir mutuel flottant entre nous comme des fantômes. Elle me regarda longuement, et je pouvais voir une guerre silencieuse se livrer dans ses yeux. Enfin,
Elle se pencha et pressa ses lèvres contre mon front dans un baiser si doux et chargé d'émotion que je sentis des larmes me piquer les yeux. Ensuite, murmura-t-elle contre nous verrons si nous sommes assez courageuses pour suivre nos cœurs, ou assez sages pour protéger ce que d'autres appellent approprié. Sur ces mots, elle s'éloigna, me laissant seule dans la cuisine avec l'écho de son parfum et la certitude que plus rien ne serait jamais passé. Lorsque je retournai dans ma chambre, Klaus dormait toujours profondément, inconscient que sa femme venait de franchir une ligne dont il n'y avait pas de retour. Je m'allongeai à ses côtés, mais passai le reste de la nuit éveillée, revivant chaque mot, chaque toucher, chaque moment de cette conversation qui avait tout changé. Le lendemain, Margaret agit comme si rien ne s'était passé, mais je pouvais voir la différence dans les petits détails. Comment elle évitait mon regard pendant le petit déjeuner, comment ses mains se crispaient légèrement lorsque Klaus mentionnait des projets futurs pour nous, comment elle s'excusa tôt en prétextant une migraine que nous savions toutes deux inexistante. Le jeu avait commencé, et aucune de nous ne savait exactement quelles étaient les règles. Seulement que le prix était quelque chose pourquoi nous étions toutes deux prêtes à risquer tout ce que nous avions connu jusqu'à présent. Les jours qui suivirent, notre confession nocturne dans la cuisine furent comme vivre dans une pièce de théâtre où tous les acteurs connaissèrent leurs répliques, sauf moi. Margaret avait perfectionné l'art de feindre la normalité pendant des décennies, mais j'étais nouvelle dans ce jeu de masques et de secrets. Chaque fois que Klaus me demandait pourquoi je semblais distraite, j'inventais des excuses de plus en plus élaborées sur des maux de tête, des soucis d'adaptation à la vie autrichienne ou une simple fatigue. La vérité était bien plus complexe et dangereuse. Je vivais deux vies simultanément. Le jour, je jouais le rôle de l'épouse parfaite, servant le thé dans de la porcelaine fine, hochant poliment la tête pendant les conversations sur la politique locale, et maintenant ma posture droite même lorsque chaque fibre de mon être voulait s'effondrer sous le poids de mes sentiments interdits. Mais la nuit, dans l'intimité de mon journal secret, je devenais quelqu'un de complètement différent. Une femme qui osait écrire sur ses désirs les plus sombres, qui fantasmait sur des scénarios que la société considérerait comme abominables. Ce fut lors d'une de ces après-midi de théâtre familial que je rencontrai pour la première fois Elena, la sœur cadette de Klaus, qui avait vécu à Paris ces 3 dernières années pour étudier l'art. Son arrivée inattendue apporta une touche de bohème qui contrastait violemment avec l'atmosphère contrôlée de la maison von Habsburg. Elena avait 28 ans, des cheveux châtains courts qui refusaient tout peignage formel et un rire contagieux qui semblait scandaliser sa mère autant qu'il la ravissait. Elle portait des pantalons alors que les femmes de sa classe sociale ne portaient que des robes, fumaient des cigarettes françaises avec une élégance nonchalante et avaient l'habitude déconcertante de poser des questions que personne d'autre n'osait formuler. « Alors c'est toi, la fameuse Ingrid », me dit-elle le premier soir pendant le dîner, en m'étudiant avec des yeux bruns qui semblaient voir trop de choses. « Klaus m'a écrit que tu avais transformé sa vie, mais il n'a pas mentionné à quel point tu étais intéressante. »« Elena », murmura Margaret d'un ton d'avertissement, mais il y avait quelque chose dans sa voix que je ne pouvais identifier. De la nervosité? De la peur? Quoi? Demanda Elena avec une innocence feinte. Je fais juste connaissance avec ma nouvelle belle-sœur. Y a-t-il quelque chose de mal à sa mère? La manière dont elle prononça mère avait une touche d'ironie qui me fit me demander quelle était réellement la nature de leur relation. Pendant le dîner, j'observais comment Margaret se crispait visiblement chaque fois qu'Elena faisait l'un de ses commentaires apparemment innocents, mais chargés de sous-entendus. Ce fut Elena qui, sans le savoir, commença à démêler les secrets familiaux enfouis depuis des générations. « Sais-tu, Ingrid, que notre famille a une longue tradition d'amour, peu conventionnelle », commenta-t-elle nonchalamment, alors que nous prenions le café après le dîner dans le salon principal. Klaus était allé dans son bureau pour examiner des documents, nous laissant toutes trois seules pour la première fois. Margaret posa sa tasse de café si fort que le bruit de la porcelaine résonna dans toute la pièce. « Elena, je ne pense pas que ces ragots historiques soient appropriés pour... » « Oh, allons, mère !» l'interrompit Elena avec un sourire malicieux. Je suis sûre qu'Ingrid trouve l'histoire familiale fascinante, surtout l'histoire de l'arrière-grand-mère Astrid. Le nom tomba dans le silence comme une pierre dans un lac tranquille. Je vis Margaret pâlir, et quelque chose dans son expression me fit sentir que j'étais sur le point d'entendre quelque chose d'important. « Qui était Astrid ?» demandai-je, ma curiosité l'emportant sur l'inconfort évident de Margaret. Elena se pencha comme une conspiratrice, visiblement ravie du drame qu'elle créait. Astrid von Habsburg était l'épouse de l'arrière-grand-père Edmund au début du XXe siècle. Officiellement, c'était une matrone respectable qui a élevé 3 enfants et maintenu intacte la réputation familiale. Mais officieusement, « Elena, ça suffit !» ordonna Margaret d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Mais Elena était allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Officieusement, elle a eu une liaison de 30 ans avec l'épouse de son meilleur ami. Des lettres d'amour, des rencontres secrètes dans des maisons de campagne, le scandale complet. Seulement, personne n'a osé en parler publiquement parce que les 2 familles avaient trop à perdre.
Mon cœur s'arrêta. Les implications de ce qu'Elena suggérait me frappèrent comme un éclair. L'épouse de son meilleur ami? Acquiesça Elena, visiblement satisfaite de ma réaction. Une Allemande, comme toi. Elle s'appelait Greta Müller. Müller, mon nom de jeune fille. Le monde commença à tourner autour de moi tandis que je digérais cette information. Müller? Oui, étrange, n'est-ce pas? Le même nom de jeune fille que le tien, bien que je suppose que Müller est assez courant en Allemagne. Margaret se leva brusquement de sa chaise. Je pense que nous avons eu assez d'histoires familiales pour ce soir. Elena, je suis sûre que tu es fatiguée du voyage. Mais Elena n'avait pas fini. Avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui aime créer des remous dans des eaux tranquilles, elle ajouta « Oh, et mère, ne trouves-tu pas qu'Ingrid ressemble étrangement au portrait de Greta que j'ai trouvé dans le grenier? Les mêmes yeux bleus, la même structure osseuse délicate. C'est presque comme si l'histoire se répétait. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Margaret me regardait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Elena semblait enfin réaliser qu'elle avait touché quelque chose de plus profond qu'elle ne l'avait prévu. Et moi, j'avais l'impression d'être tombée dans un terrier de lapin vers un monde où rien de ce que je croyais savoir n'avait de sens. Je vais me retirer tôt, murmurai-je, ayant désespérément besoin d'être seule pour traiter cette révélation. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais éveillée jusqu'aux premières heures du matin, écrivant frénétiquement dans mon journal sur les implications de ce qu'Elena avait révélé. Était-il possible que Greta Müller soit mon ancêtre? Que la connexion magnétique que je ressentais pour Margaret ait des racines plus profondes qu'une simple attirance physique? Le lendemain, Margaret me trouva dans la bibliothèque tôt le matin, alors que le reste de la maison dormait encore. Elle portait une boîte en bois sculptée que je reconnus comme l'une des antiquités qui décoraient sa chambre. « Nous devons parler », dit-elle simplement, en fermant la porte derrière elle. Elle s'assit en face de moi dans l'un des fauteuils en cuir rouge, posant la boîte sur la table basse entre nous. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle l'ouvrait, révélant un trésor de photographies anciennes, de lettres attachées avec des rubans usés et de documents qui semblaient vieux de plusieurs décennies. « Elena avait raison », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « À propos d'Astrid et Greta. À propos de... tout. » Elle prit une photographie sépia et me la tendit. L'image montrait deux femmes debout près d'un rosier, leurs robes édouardiennes impeccables. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont elles se regardaient qui transcendait l'amitié désinvolte. L'une des femmes avait mes yeux, ma structure osseuse, même la manière dont elle inclinait légèrement la tête. « Greta Müller était ton arrière-grand-mère », confirma Margaret, « et Astrid von Habsburg était la mienne. » Les implications me frappèrent comme une avalanche. « Alors nous portons dans notre sang une histoire que personne n'a osé raconter ouvertement, » compléta-t-elle. Nos arrière-grand-mères se sont aimées pendant 30 ans, défiant toutes les conventions sociales, risquant tout pour des moments volés de bonheur. Je pris une autre photographie, celle-ci montrant les deux femmes dans un moment clairement intime. Astrid avait sa main sur la joue de Greta, exactement comme Margaret avait touché la mienne. « Comment cela s'est-il terminé ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi craignait la réponse. « Ça n'a jamais vraiment fini », répondit Margaret avec un sourire triste. « Elles ont gardé leur amour secret jusqu'à leur mort, à seulement 6 mois d'intervalle. Greta a laissé toutes ses lettres et photographies à ta grand-mère avec des instructions pour qu'elles soient rendues à la famille von Habsburg après sa mort. Ta grand-mère n'a jamais su exactement ce qu'elles signifiaient, mais elle a respecté les vœux de Greta. Elle me tendit une des lettres, écrite en allemand, avec une calligraphie élégante que le temps avait partiellement effacée. Bien que difficile à lire, je pus distinguer des phrases comme « Mein liebstes Herz », mon cœur le plus cher, et « Bis wir uns wiedersehen », jusqu'à ce que nous nous revoyions. « Quand as-tu découvert tout cela ?» demandai-je, ma voix rauque d'émotion. « Le jour où Klaus t'a amené à la maison pour la première fois, » admit-elle. « Dès que je t'ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose de familier en toi, quelque chose qui éveillait des souvenirs qui ne pouvaient pas être les miens. Cette nuit-là, je suis montée au grenier et j'ai fouillé dans les affaires d'Astrid jusqu'à ce que je trouve ces boîtes. Quand j'ai vu les photographies de Greta, tu as compris pourquoi tu me reconnaissais, terminai-je pour elle. C'était bien plus qu'une reconnaissance, dit-elle, se penchant en avant jusqu'à ce que je puisse voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. C'était comme si l'univers essayait de compléter une histoire restée inachevée. Comme si Astrid et Greta avaient retrouvé un moyen de continuer leur amour à travers nous. L'idée était à la fois romantique et terrifiante. « Crois-tu au destin? »« Je n'y ai jamais cru jusqu'à maintenant, » répondit-elle, prenant ma main avec une intimité qui me fit trembler. Mais comment expliquer que le fils de l'arrière-petite-fille d'Astrid ait épousé précisément l'arrière-petite-fille de Greta? Que tu sois venu vivre dans cette maison, dormir dans la même chambre où Astrid écrivait ses lettres d'amour. Ces mots m'envoyèrent des frissons le long de la colonne vertébrale. La chambre que je partage avec Klaus était celle d'Astrid. Pendant les 20 dernières années de sa vie,
confirma-t-elle. Après la mort de son mari, elle s'est installée dans cette chambre et y a vécu jusqu'à sa mort, écrivant des lettres à Greta chaque nuit. Je comprenais maintenant pourquoi mes rêves dans cette chambre étaient si vifs, si réels. C'était comme si les murs avaient absorbé des décennies de désir et d'amour interdits et qu'ils libéraient maintenant ces émotions en moi. Elena, c'est-elle pour nous? Demandai-je, me souvenant de ses commentaires chargés de la veille. Margaret soupira profondément. Elena est très perspicace. Elle a toujours su lire les gens mieux qu'elle ne le devrait. Je soupçonne qu'elle a remarqué la tension entre nous, mais elle ne sait pas exactement quoi en penser. Et Klaus? Klaus voit ce qu'il veut voir, répondit-elle avec une amertume qui me brisa le cœur. Son père était pareil, honorable, bien intentionné, mais complètement aveugle aux complexités émotionnelles des femmes dans sa vie. À cet instant, comme si le destin voulait prouver son point, Klaus apparut à la porte de la bibliothèque, se frottant les yeux endormis et souriant avec cette chaleur qui m'avait fait tomber amoureuse de lui au départ. « Mes deux femmes préférées sont là », dit-il, s'approchant pour embrasser mon front. « Vous révisez l'histoire familiale ?» Margaret et moi échangeâmes un regard chargé de sens avant qu'elle ne réponde avec sa grâce habituelle. « Je montre juste à Ingrid quelques vieilles photographies. Il est important qu'elle connaisse ses racines autrichiennes. »« Excellent », dit Klaus, visiblement satisfait. « Bien que j'espère que vous ne l'ennuyez pas trop avec de vieilles histoires. J'ai des plans pour nous aujourd'hui. » Tandis que Klaus parlait d'une visite prévue au Kunsthistorische Museum, je ne pouvais penser qu'aux lettres d'amour écrites par des femmes mortes depuis des décennies, aux photographies montrant une histoire d'amour qui avait défié toutes les règles sociales, et à la femme en face de moi, dont l'arrière-grand-mère avait aimé la mienne avec une passion qui avait transcendé la mort elle-même. Le reste de la journée passa dans une brume de normalité forcée. Nous visitâmes le musée, admirâmes des peintures de maîtres anciens, et fîmes semblant d'être une famille parfaitement conventionnelle. Mais chaque fois que Margaret et moi nous retrouvions seuls, ne serait-ce que pour quelques secondes, je pouvais sentir le poids des révélations de ce matin peser entre nous comme une force physique. Ce soir-là, alors que Klaus dormait profondément à mes côtés, je restais éveillée à penser à Astrid et Greta. Avaient-elles lutté contre leurs sentiments comme je le faisais? Avaient-elles passé des nuits blanches à se demander si elles étaient folles de désirer quelque chose d'aussi interdit? Avaient-elles finalement trouvé un moyen d'être ensemble? Ou avaient-elles passé toute leur vie à désirer quelque chose qu'elles ne pouvaient jamais avoir pleinement? Les questions me tourmentèrent jusqu'à l'aube. Et lorsque je m'endormis enfin, je rêvais de 4 femmes dans un jardin. Astrid et Greta en robes édouardiennes, Margaret et moi en vêtements modernes, toutes entrelacées dans une danse commencée un siècle plus tôt et qui, apparemment, n'était pas encore terminée. La révélation sur nos arrière-grand-mères avait ouvert une porte que ni l'une ni l'autre ne pouvait refermer. Les jours suivants furent comme marcher sur une corde raide, maintenant un équilibre précaire entre la vie qu'on attendait de nous et la vérité qui pulsait sous la surface comme un cœur secret. Elena resta dans la maison une semaine de plus, et sa présence ajoutait une tension inattendue à une situation déjà compliquée. Elle avait une manière déconcertante de poser des questions apparemment innocentes qui touchaient directement au cœur de nos secrets les mieux gardés. « Dors-tu bien, Ingrid ?» me demanda-t-elle un matin pendant le petit déjeuner, alors que Margaret servait le café dans les tasses de porcelaine ayant appartenu à Astrid. « Tu as des cernes. On dirait que quelque chose te tient éveillée la nuit. » Je sentis Margaret se crisper derrière moi, la cafetière tremblant légèrement dans ses mains. Klaus, plongé dans son journal matinal comme toujours, ne remarqua pas l'échange de regards chargés de sens entre sa sœur et sa mère. « Je m'adapte encore, » répondis-je, en gardant ma voix aussi neutre que possible. « Parfois, les vieilles maisons font des bruits étranges. »« Oh oui, » dit Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cette maison est pleine d'histoires. Parfois, j'ai l'impression que les murs ont absorbé tant de secrets qu'ils les murmurent parfois en retour. » Margaret posa la cafetière sur la table avec plus de force que nécessaire. « Elena, s'il te plaît, ne remplis pas la tête d'Ingrid avec des fantaisies de maisons hantées. Tu as déjà causé assez de drames avec tes histoires familiales. » Mais le mal était fait. Elena avait planté une graine de suspicion que je pouvais sentir germer dans l'air entre nous. Cet après-midi-là, lorsque Klaus dut partir pour une réunion d'affaires qui se prolongerait tard, Elena saisit l'occasion pour nous confronter directement. « Très bien, » dit-elle, apparaissant dans le salon où Margaret et moi faisions semblant de lire des livres, tout en évitant soigneusement de nous regarder directement. « Parlons de l'éléphant dans la pièce. » Margaret leva les yeux de son livre avec une expression glaciale. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« S'il te plaît, mère. » Elena s'installa sur le canapé en face de nous comme un chat se préparant à jouer avec des souris. « Je vous observe depuis une semaine. La tension sexuelle entre vous est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. » Mon livre glissa de mes mains au sol. Le bruit sembla amplifié dans le silence mortel qui suivit la déclaration d'Elena. « Elena Marie von Habsburg. » La voix de Margaret était dangereusement basse. « Tu n'as aucune idée de ce que tu suggères. »« Vraiment »
Elena se pencha en avant, ses yeux brillants d'une excitation qu'on ressent lorsqu'on résout un puzzle complexe. Je vous ai vu vous regarder quand vous pensez que personne ne vous observe. J'ai remarqué comment vous vous arrangez pour être constamment dans la même pièce. Et hier soir, mère, je t'ai entendu marcher dans les couloirs jusqu'à 3 heures du matin. Mon cœur s'arrêta. Elena, ce que tu insinues est scandaleux, inapproprié, exactement ce qu'Astrid et Greta ont fait pendant 30 ans, m'interrompit-elle. Parce que oui, chère belle-sœur, je sais bien plus sur l'histoire de notre famille que je ne l'ai admis l'autre soir. Margaret se leva brusquement, sa composure enfin fissurée. Que veux-tu, Elena? Du chantage? Détruire le peu de paix que nous avons réussi à maintenir dans cette famille? Je ne veux rien détruire, répondit Elena, et pour la première fois depuis son arrivée, sa voix semblait sincèrement chaleureuse. Je veux que vous sachiez que vous avez une alliée, quelqu'un qui comprend que l'amour ne suit pas toujours les règles que la société juge appropriées. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Une alliée? Elena sourit, et cette fois, le sourire était entièrement sincère. Pensez-vous que j'ai choisi d'étudier l'art à Paris juste pour les peintures? Je vis avec ma colocataire Marie depuis 2 ans. C'est une pianiste merveilleuse. Et il se trouve qu'elle est aussi la femme la plus belle et intelligente que j'ai jamais rencontrée. Le silence qui suivit fut différent du précédent. Il n'était pas tendu par le déni, mais chargé de la reconnaissance que nous venions de trouver quelqu'un qui comprenait exactement ce que nous traversions. « Klaus est-il au courant ?» demandai-je enfin. « Klaus voit ce qu'il veut voir », répéta Elena, utilisant les mêmes mots que Margaret avait employés à son sujet quelques jours plus tôt. « Il pense que je suis en train de me trouver, artistiquement. D'une certaine manière, je suppose que c'est vrai. » Margaret s'effondra dans son fauteuil, paraissant soudain chaque année de ses 52 ans. « Qu'attends-tu de nous avec cette information? »« J'attends que vous cessiez de vous torturer, » répondit Elena avec une fermeté surprenante. « J'observe notre famille depuis des années, voyant comment nous prétendons tous être quelque chose que nous ne sommes pas pour maintenir une façade parfaite qui ne nous rend même pas heureux. Père est mort sans avoir vraiment connu mère. Klaus est si obsédé par le maintien des traditions qu'il ne s'est jamais demandé si elles avaient un sens. Et vous deux, vous marchez sur la pointe des pieds autour de quelque chose qui pourrait être magnifique si vous vous autorisiez à l'explorer. » Ces mots déclenchèrent quelque chose en moi. Pour la première fois depuis le début de cette montagne russe émotionnelle, je sentis une étincelle de l'Ingrid que j'étais avant de me marier, avant d'essayer de m'intégrer dans un moule qui ne m'allait jamais. « Et que proposes-tu exactement ?» demandai-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Elena échangea un regard avec Margaret avant de répondre. « Je propose l'honnêteté. D'abord avec vous-même, puis sur ce que vous voulez vraiment de la vie. C'est facile à dire pour toi, » murmura Margaret. « Tu n'as pas un fils qui dépendrait du maintien de la réputation familiale. Tu n'as pas des décennies de construction d'une image publique qui s'effondrerait si... »« Si quoi, mère ?» l'interrompit Elena. « Si tu étais enfin heureuse? Si tu laissais enfin quelqu'un te connaître et t'aimer pour ce que tu es vraiment, plutôt que pour l'image que tu projettes ?» La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Je vis les défenses de Margaret s'effondrer visiblement, révélant la femme vulnérable qu'elle avait cachée derrière des décennies de perfection aristocratique. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « L'amour n'est jamais simple, » répondit Elena doucement. « Mais cela ne signifie pas qu'il n'en vaut pas la peine. » Cette nuit-là, après que Klaus fut rentré de sa réunion et que nous ayons dîné dans une normalité forcée qui semblait plus théâtrale que jamais, je ne pus dormir. Les mots d'Elena tournaient dans ma tête comme un mantra. L'honnêteté. D'abord avec moi-même. Que voulais-je vraiment? La réponse était à la fois simple et terrifiante. Je voulais Margaret. Pas seulement physiquement, bien que cette attirance soit indéniable et grandisse chaque jour. Je la voulais entièrement. Son intelligence aiguisée, sa vulnérabilité soigneusement cachée, la manière dont ses yeux s'adoucissaient quand elle pensait que personne ne la regardait, l'élégance naturelle qu'elle avait cultivée pendant des décennies, mais qui devenait véritablement belle dans les moments d'émotion réelle. Mais reconnaître ce que je voulais n'était que le premier pas. Le second, bien plus terrifiant, était de décider ce que j'étais prête à risquer pour l'obtenir. Le lendemain, Elena annonça qu'elle retournait à Paris, mais avant de partir, elle me trouva dans le jardin où je travaillais sur les rosiers, essayant de calmer mes pensées agitées par une activité physique. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », me dit-elle sans préambule, en s'asseyant sur le banc de pierre que Margaret et moi avions partagé lors de tant d'après-midi chargés de tension. « Klaus prépare quelque chose. » Mon sang se glaça. Quel genre de chose? Il a fait des recherches sur des établissements de soins pour personnes âgées, répondit Elena, sa voix empreinte d'une gravité qu'elle n'avait pas montrée auparavant. Apparemment, il s'inquiète de la stabilité émotionnelle de mère. Les cisailles de jardinage glissèrent de mes mains. Quoi? Il dit qu'il a remarqué des changements dans son comportement, qu'elle semble distraite et émotionnellement instable,
Il pense que cela pourrait être le début d'un déclin mental lié à l'âge. La fureur que je ressentis fut si intense qu'elle me donna le vertige. Un déclin mental? Margaret est l'une des femmes les plus intelligentes et capables que j'ai rencontrées. Toi et moi le savons, me regarda Helena avec des yeux tristes. Mais Klaus voit ce qu'il veut voir, tu te souviens? Et ce qu'il voit maintenant, c'est une mère qui agit de manière inappropriée pour son âge et sa position sociale. L'implication me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il a remarqué que quelque chose a changé dans la dynamique familiale depuis ton arrivée, confirma Helena. Il ne sait pas exactement quoi, mais sa solution est d'éliminer ce qu'il perçoit comme l'élément instable, mère. Je sentis comme si le monde s'effondrait autour de moi. Quand? Il a programmé des évaluations médicales pour la semaine prochaine. Si les médecins trouvent de la moindre preuve de ce qu'il appelle une détérioration cognitive ou émotionnelle, il pourrait avoir une base légale pour prendre des décisions concernant son soin. L'idée que Margaret soit arrachée à sa maison, à son indépendance, à moi, par des hommes qui ne la connaissaient pas vraiment, me rendait physiquement malade. Il faut le lui dire, murmurai-je. Je le lui ai déjà dit, répondit Helena tristement. Hier soir, avant que tu ne reviennes de ta promenade, sa réaction a été intense. Où est-elle maintenant? Dans sa chambre. Elle y est depuis hier soir, disant qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ses options. Sans un mot de plus, je courus vers la maison et montai les escaliers 2 par 2 jusqu'à la porte de la chambre de Margaret. Je frappai doucement, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Margaret, c'est moi, » murmurai-je. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Il y eut un long silence avant que je n'entende le bruit de la serrure qui tournait. La porte s'ouvrit pour révéler une Margaret qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible chez quelqu'un d'aussi maîtrisé. « Ingrid », sa voix semblait brisée. « Helena t'a raconté. »« Oui, » entrai-je, en fermant la porte derrière moi. « Et nous allons trouver un moyen d'arrêter cela. » Elle secoua la tête avec un sourire amer. « Il n'y a rien à arrêter. Klaus a raison. J'ai agi de manière inappropriée. Une femme de mon âge et de ma position ne devrait pas... » Ne finis pas cette phrase. L'interrompis-je avec une férocité qui me surprit. N'ose pas dire que ce que tu ressens est inapproprié. Et quelle alternative ai-je? Demanda-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues parfaitement maquillées. Détruire la réputation de ma famille? Ruiner le mariage de mon fils? Devenir le scandale qui définira les von Habsburg pour les générations à venir? Tu as l'alternative d'être heureuse, répondis-je, m'approchant jusqu'à pouvoir prendre ses mains tremblantes dans les miennes. Tu as l'alternative de choisir l'amour plutôt que la peur. C'est facile pour toi de le dire, murmura-t-elle. Tu es jeune. Tu as toute une vie devant toi. Moi, je suis une femme de 52 ans qui a gaspillé des décennies à vivre la vie que les autres attendirent de moi. Alors ne gaspille pas un jour de plus, la suppliai-je. Margaret, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qu'Helena a mentionné avant de partir. Je lui parlais de l'héritage de ma tante, de la propriété rurale qui attendait quelqu'un avec les compétences précises de Margaret pour la gérer. Je lui parlais de l'indépendance financière que cela représentait, de la possibilité d'une vie entièrement nouvelle, loin des attentes étouffantes de Vienne. Nous pourrions partir ensemble, conclus-je, ma voix à peine un murmure. Nous pourrions être libres. Ses yeux se fermèrent, comme si mes mots étaient à la fois un salut et une torture. Et Klaus? Ton mariage? C'était la question que j'avais évitée, mais que je savais que nous devrions éventuellement affronter. Klaus mérite quelqu'un qui puisse l'aimer complètement, sans réserve. Et moi, je mérite l'opportunité de découvrir qui je suis vraiment quand je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Quand elle ouvrit les yeux, je pus voir une guerre silencieuse se livrer en elle. Des décennies de conditionnement social luttaient contre le désir de vivre enfin de manière authentique. « Crois-tu vraiment que nous pourrions être heureuses ?» demanda-t-elle enfin. « Je crois que nous méritons la chance d'essayer », répondis-je, portant ses mains à mes lèvres pour embrasser doucement ses jointures. Ce fut alors que Klaus apparut à la porte, que nous avions oublié de verrouiller dans notre urgence émotionnelle. Son expression lorsqu'il nous vit, les mains entrelacées et les larmes encore fraîches sur les joues de sa mère, passa de la confusion totale à quelque chose de bien plus dangereux. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix étrangement calme, ce qui le rendait d'une certaine manière plus effrayant que s'il avait crié. Le silence qui suivit la question de Klaus fut le genre de silence qui précède les tremblements de terre. Margaret et moi nous séparâmes instinctivement, mais le mal était fait. Il avait vu assez, nos mains entrelacées, les larmes sur le visage de sa mère, l'intimité indéniable de nos postures. « Klaus !» commençai-je, ma voix semblant étrangement distante même pour moi. « Nous pouvons expliquer... » Expliquer quoi, exactement? Sa voix gardait cette calme artificielle que je connaissais assez bien pour reconnaître la tempête qui couvait dessous. Pourquoi ma femme est dans la chambre de ma mère? À la consoler comme si elles étaient... Comme si elles étaient... Il ne put finir la phrase. Mais nous savions tous ce qu'il avait été sur le point de dire.
Le mot interdit flottait dans l'air entre nous comme un poison invisible. Margaret se redressa, retrouvant un peu de sa composure aristocratique, même avec les larmes brillant encore dans ses yeux. « Klaus, assieds-toi. Nous devons parler. »« Non, » répondit-il, reculant vers la porte comme si nous étions contagieuses. « Non, ça n'arrive pas. Quoi que je pense avoir vu, ça n'arrive pas. » Le déni dans sa voix était si désespéré qu'il me brisa le cœur. C'était l'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais cru pouvoir aimer pour toujours. Le voir s'effondrer face à quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer me fit me sentir comme le pire des monstres. « Klaus, s'il te plaît !» tentai-je de m'approcher de lui, mais il m'arrêta d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait de la peur dans ses yeux et quelque chose de pire, du dégoût. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il brusquement. « Depuis combien de temps cela se passe-t-il sous mon propre toit ?»« Il ne s'est rien passé, » mentis-je, me détestant pour ma lâcheté mais désespéré de protéger Margaret de ce que je savais venir ensuite. « Nous parlions juste. Ta mère était bouleversée à cause de... »« À cause des arrangements médicaux !» cria-t-il enfin, sa composure se fissurant comme de la glace sous pression. Elle était bouleversée parce qu'Elena lui a parlé de mes plans pour prendre soin de sa santé mentale. Margaret se leva lentement, et je pouvais voir chaque muscle de son corps se tendre pour la bataille qu'elle savait imminente. « Santé mentale, Klaus ? C'est ainsi que tu appelles vouloir contrôler chaque aspect de ma vie ? Mère, tu n'es pas bien, répondit-il en la pointant d'un doigt accusateur. Tu agis de manière étrange depuis des mois, distraite, émotionnelle, complètement hors de caractère. Et maintenant ça, ce que c'est entre toi et ma femme. Ta femme ? Répéta Margaret avec un sourire sans aucune joie. Tu veux dire la femme que tu traites comme un accessoire décoratif depuis le jour où elle a emménagé ici? La femme dont tu ignores les opinions, dont tu rejettes les sentiments, dont tu as systématiquement essayé d'effacer l'individualité? Klaus se tourna vers moi avec des yeux fous. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle t'a rempli la tête de mensonges sur notre mariage? Ce ne sont pas des mensonges. Les mots sortirent de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter, chargés de moi de ressentiments refoulés. Klaus, nous vivons comme des étrangers polis. Tu prends toutes les décisions sur nos vies sans me consulter. Tu m'as modelé comme si j'étais de l'argile, essayant de faire de moi ta version de l'épouse parfaite, sans jamais me demander ce que je voulais. « Je t'ai tout donné !» cria-t-il, son visage rougissant d'une manière que je n'avais jamais vue. « Je t'ai donné mon nom, ma maison, ma famille. Je t'ai donné une vie dont des millions de femmes rêveraient. Tu m'as donné une prison dorée, répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Tu m'as donné des rôles à jouer et des règles à suivre, mais tu ne m'as jamais demandé qui j'étais vraiment ou ce que je voulais de la vie. Et apparemment, ce que tu voulais, c'était séduire ma mère. » L'accusation jaillit de ses lèvres comme une gifle. Margaret s'avança, se plaçant partiellement entre Klaus et moi. « Ça suffit. Ne parle pas ainsi à Ingrid. Ne me dis pas comment parler à ma propre femme. »« Elle n'est pas ta possession !» La voix de Margaret résonna dans toute la pièce avec une autorité qui fit reculer Klaus involontairement. « C'est un être humain avec ses propres pensées et sentiments, quelque chose que tu as apparemment complètement oublié. »« Et toi, tu en as profité ?» Klaus se tourna vers sa mère avec une fureur qui m'effraya. « Tu es une femme de plus de 50 ans. Tu es censée la guider, la protéger, pas la séduire. »« La séduire ?» Margaret rit, mais il n'y avait aucune joie dans le son. « Klaus, penses-tu vraiment qu'Ingrid est si faible et manipulable qu'elle ne peut pas prendre ses propres décisions sur ce qu'elle veut? Je sais qu'elle ne peut pas te résister, » cria-t-il. Et dans ces mots, je pouvais entendre des années de ressentiment enfantin qui n'avaient rien à voir avec moi. Ça a toujours été comme ça. Père n'a jamais pu te résister, Elena n'a jamais pu te résister, et maintenant Ingrid non plus. Tu manipules tout le monde pour qu'il fasse ce que tu veux. Le silence qui suivit fut dévastateur. Je pouvais voir les mots de Klaus frapper Margaret comme des balles physiques. Comment des années de douleur et d'accusations non exprimées remontaient enfin à la surface. « Alors c'est ce que tu penses vraiment de moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée, après toutes ces années à être la mère parfaite, la veuve parfaite, la matriarche parfaite de cette femme. Tu penses que je suis une manipulatrice qui séduit les gens pour les comptes? Je n'ai pas dit. C'est exactement ce que tu as dit. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues. Et peut-être as-tu raison. Peut-être suis-je exactement le genre de femme perturbée que tu penses que je suis. Peut-être que je mérite d'être internée dans une de ces institutions que tu as recherchées. Mère, s'il te plaît. Non! Cria-t-elle avec une force qui me surprit. Ne m'appelle pas mère! Les mères ne séduisent pas les épouses de leurs fils. Les mères ne ressentent pas ce que je ressens. Les mères ne rêvent pas des choses que je rêve. Klaus resta figé par la confession crue de sa mère. Je pouvais voir son esprit lutter pour traiter ce qu'elle venait d'admettre. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vrai. Tout est vrai. » À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Voir Margaret se briser ainsi, voir Klaus la regarder avec horreur et dégoût, éveillèrent en moi une férocité protectrice que je ne savais pas posséder. « Ça suffit !» criai-je, me plaçant complètement entre eux. « Klaus,
Arrête tout de suite. Ingrid, écarte-toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Je comprends parfaitement. Ma voix s'éleva pour égaler la sienne. Je comprends que tu es un lâche qui préfère accuser ta mère plutôt qu'admettre que notre mariage est mort depuis le jour où il a commencé. Je comprends qu'il est plus facile de l'appeler manipulatrice que de reconnaître que ta femme n'est pas heureuse avec toi. Klaus me regarda comme si j'étais une étrangère. Ingrid, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es pas comme ça. Tu es douce, obéissante, affectueuse. J'étais ces choses parce que je pensais que je devais l'être. Les mots jaillirent comme une cascade, des années de sentiments refoulés trouvant enfin leur voie. Je pensais qu'en étant l'épouse parfaite que tu voulais, tu finirais par m'aimer pour qui j'étais vraiment. Mais tu ne veux pas m'aimer moi, Klaus. Tu veux aimer ta création, ta version idéalisée de ce qu'une épouse devrait être. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je pensais de quelque chose d'important? Quand as-tu considéré mes sentiments avant de prendre une décision affectant nos vies? Sais-tu même quels sont mes rêves, mes peurs, mes espoirs les plus profonds? Le silence qui suivit fut ma réponse. Klaus me regardait, la bouche ouverte, réalisant visiblement pour la première fois qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment au-delà des rôles que j'avais joués pour lui. Exactement, murmurai-je, sentant s'effondrer le dernier vestige de notre mariage. Tu ne sais rien de moi, et ce qui est pire, tu n'as jamais voulu le savoir. Ah, Ingrid, commença-t-il, mais je l'interrompis. Et ta mère, continuai-je, me tournant vers l'endroit où Margaret se tenait, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Ta mère est la seule personne dans cette maison qui s'est donné la peine de me voir vraiment. La seule qui m'a traité comme si mes pensées et mes sentiments comptaient. La seule qui m'a fait sentir que j'étais plus qu'un ornement joli dans ta vie parfaitement ordonné. Klaus nous regarda alternativement, son visage passant par une série d'expressions. Confusion, douleur, colère, et enfin, quelque chose qui ressemblait dangereusement à la haine. « Je veux que tu partes », dit-il enfin, sa voix mortellement calme. « Klaus », commença Margaret. « Vous deux », cria-t-il. « Je veux que vous quittiez toutes les deux ma maison. Je ne peux pas supporter de vous regarder. »« C'est aussi ma maison », répondit Margaret avec une dignité glaciale. « Plus après ça, je vais appeler les médecins demain. Je te ferai évaluer, et quand ils confirmeront que tu n'es pas mentalement apte à vivre indépendamment, je te ferai transférer dans la meilleure institution que je pourrai trouver. » Les mots tombèrent comme une sentence de mort. Je vis Margaret se recroqueviller visiblement, comme si Klaus avait frappé physiquement chaque partie vulnérable de son être. « Et toi » se tourna-t-il vers moi avec des yeux que je ne reconnaissais plus. « Tu peux faire tes bagages et partir ce soir. Le mariage est fini. J'appellerai un avocat demain. »« Klaus, s'il te plaît » essayai-je une dernière fois, mon propre cœur se brisant malgré tout. « Ne mets pas fin aux choses comme ça. Nous pouvons parler. Nous pouvons... »« Il n'y a rien à discuter » rugit-il. « Ma femme est amoureuse de ma mère. Ma mère a séduit ma femme. Tout ce en quoi je croyais concernant ma famille, ma vie, vous deux, était un mensonge. » Sur ces mots, il sortit de la pièce, claquant la porte si fort que les cadres des photographies sur les murs tremblèrent. Margaret et moi restâmes seuls dans le silence dévastateur qui suivit. Je pouvais entendre ses sanglots silencieux, et lorsque je me tournai vers elle, je vis une femme complètement brisée. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle. « J'ai gâché ton mariage, ma relation avec mon fils. Tout. » « Non », m'approchai-je d'elle et la pris dans mes bras, sentant comment elle tremblait contre moi. « Margaret, tu n'as rien gâché. Tu as juste été honnête sur ce que tu ressentais. »« Honnête » rit-elle amèrement contre mon épaule. « Appelles-tu ça de l'honnêteté? Tomber amoureuse de l'épouse de mon propre fils? J'appelle ça de l'honnêteté. Admettre enfin qui tu es vraiment, répondis-je, caressant ses cheveux doucement. J'appelle ça de l'honnêteté. Ne plus prétendre être heureuse à vivre une vie que tu n'as pas choisie. Mais maintenant, j'ai tout perdu, murmura-t-elle. Ma maison, ma famille, ma réputation. Tu ne m'as pas perdu, murmurai-je contre ses cheveux. Et concernant l'héritage de ma tante, la possibilité de recommencer, elle s'écarta pour me regarder, ses yeux verts brillants de larmes et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Serais-tu vraiment prêt après tout ça? Margaret, pris-je son visage entre mes mains, essuyant ses larmes avec mes pouces. J'ai vécu un mensonge si longtemps que j'avais oublié ce que c'était d'être réel. Tu m'as rappelé qui je suis. Tu m'as fait me sentir vivante d'une manière que je ne savais pas possible. Mais ton mariage? Mon mariage était fini bien avant que toi et moi ne nous connaissions vraiment, admis-je. Klaus avait raison sur une chose. Je ne suis pas la femme qu'il a épousée. Mais ce n'est pas parce que tu m'as changé. C'est parce que j'ai enfin trouvé le courage d'arrêter de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Pour la première fois depuis que Klaus était entré dans la pièce, je vis une véritable étincelle d'espoir dans ses yeux. « Crois-tu vraiment que nous pourrions être heureuses ensemble ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je crois que nous méritons la chance de le découvrir, » répondis-je, en me penchant pour presser mon front contre le sien.
Je crois qu'après une vie entière à prétendre être ce que les autres attendirent de nous, nous méritons la chance d'être simplement nous-mêmes. Ce fut alors que nous entendîmes des pas dans les escaliers et la voix de Klaus criant au téléphone avec quelqu'un, probablement un avocat. La réalité de notre situation me frappa comme de l'eau froide. Nous devons partir ce soir, murmurai-je. Si nous attendons jusqu'à demain, il pourra te faire évaluer, compliquer légalement les choses. Margaret hocha la tête, essuyant ses larmes avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as raison. Si nous devons le faire, c'est maintenant. Et ainsi, dans cette pièce où des générations de femmes von Habsburg avaient gardé leur secret, Margaret et moi prîmes la décision qui changerait nos vies pour toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne de la raconter. Vos commentaires et votre soutien signifient tout pour moi. Mais notre fuite ne serait pas aussi simple que nous l'avions espéré. Klaus avait des ressources, des relations, et surtout, il avait le pouvoir de la société patriarcale de son côté. Ce que nous ignorions en faisant nos bagages dans l'obscurité de cette nuit, c'était qu'il avait appelé non seulement un avocat, mais aussi la police. Nous étions sur le point de découvrir que défier les normes sociales avait des conséquences bien plus graves que nous ne l'avions imaginé. Nous fîmes nos bagages en silence, nos mouvements rapides mais prudents, chaque bruit amplifié par l'urgence de la situation. Margaret avait retrouvé une partie de sa composure aristocratique, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement, tandis qu'elle pliait soigneusement quelques robes dans une valise en cuir ayant appartenu à sa mère. « Seulement l'essentiel », murmurai-je, rangeant mon journal secret et les quelques bijoux qui comptaient vraiment pour moi. Nous pourrons acheter le reste plus tard. Elle hocha la tête, mais s'arrêta devant la boîte en bois sculptée contenant les lettres et photographies d'Astrid et Greta. « Ça vient avec moi », dit-elle fermement. « C'est la seule chose qui compte vraiment dans cette maison. » Alors que nous terminions nos bagages, je pouvais entendre la voix de Klaus en bas, toujours au téléphone. Ces mots arrivaient par fragments. Comportement erratique, influence inappropriée, besoin d'évaluation psychiatrique. Chaque phrase était comme un coup de poignard, non pas pour ce qu'elle signifiait pour moi, mais pour la douleur qu'elle causait à Margaret. « Prête ?» demandai-je doucement, prenant sa main libre tout en portant sa valise de l'autre. « Aussi prête que peut l'être quelqu'un qui laisse derrière soi 52 ans de vie », répondit-elle avec un sourire triste mais sincère. Nous descendîmes les escaliers de service que Margaret connaissait depuis l'enfance, nos pas silencieux sur le bois ancien. Nous pouvions entendre Klaus parler dans son bureau, sa voix empreinte d'une amertume qui me brisait le cœur malgré tout. Ce fut à mi-chemin de la porte arrière que nous entendîmes les sirènes. Margaret et moi échangeâmes un regard paniqué. « Il a appelé la police ?» murmurai-je, incrédule. « Apparemment, mon fils est plus impitoyable que je ne le pensais, » répondit-elle, mais il y avait une nouvelle détermination dans sa voix. « La porte du jardin. Nous pouvons sortir par là. » Nous courûmes à travers la cuisine, nos valises cognant contre nos jambes, le son des sirènes se rapprochant de plus en plus. Ce fut alors que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et que Klaus entra, accompagné de 2 policiers. « Les voilà !» cria-t-il, nous pointant du doigt. « Ma mère fait une crise nerveuse et essaie d'enlever ma femme. » Les mots étaient si absurdes que je restais figée un instant. Enlever. Comme si j'étais une victime impuissante plutôt qu'une femme adulte prenant ses propres décisions. « Mesdames, arrêtez-vous !» ordonna l'un des policiers. Margaret se redressa de toute sa hauteur, et pendant un instant, je la vis telle qu'elle devait être dans sa jeunesse. Féroce, fière, inarrêtable. « Je suis Margaret von Habsburg, et ceci est ma maison, » déclara-t-elle avec une autorité qui fit hésiter les 2 officiers. « Vous n'avez aucun droit d'entrer ici sans mandat, et encore moins de m'accuser d'un crime aussi absurde que d'enlever quelqu'un. » L'un des officiers, un homme d'âge moyen avec une moustache soigneusement taillée, sembla décontenancé par son ton. « Madame von Habsburg, nous avons reçu un appel concernant une situation préoccupante. Votre fils affirme que vous n'êtes pas dans un état mental stable et que vous essayez de partir avec sa femme contre son gré. »« Ah, contre mon gré ?» m'interposai-je, ma voix tremblante de colère. « Je suis une femme adulte, capable de prendre mes propres décisions. Je pars de mon plein gré, et Margaret n'a rien à voir avec une quelconque coercition. » Klaus s'avança, son visage rouge de fureur. « Ne l'écoutez pas. Elle est sous l'influence de ma mère. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » L'autre officier, une femme plus jeune avec un regard perçant, me fixa attentivement. « Madame, pouvez-vous confirmer que vous partez volontairement? »« Oui, » répondis-je fermement, regardant Klaus droit dans les yeux. « Je quitte cette maison et ce mariage parce que c'est ma décision. Personne ne me force à quoi que ce soit. » Klaus ouvrit la bouche pour protester, mais la femme officier leva une main pour le faire taire. « Monsieur von Habsburg, sauf preuve d'un crime ou d'un danger imminent, nous n'avons aucune autorité pour empêcher 2 adultes de quitter une propriété privée. »« Mais elle est ma femme !» cria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa frustration. « Et ma mère est mentalement instable. J'ai des documents,
Des réservations pour des évaluations médicales? Ce ne sont pas des preuves légales, coupa l'officier Mal, visiblement mal à l'aise avec la situation. Si vous avez des préoccupations concernant la santé mentale de votre mère, vous devrez suivre la voie légale appropriée. Pour l'instant, nous ne pouvons pas intervenir. Margaret serra ma main et je sentis une vague de soulagement m'envahir. Mais Klaus n'était pas prêt à abandonner. Vous ne comprenez pas, elles ont une relation inappropriée. Ma mère a séduit ma femme. Le silence qui suivit était si épais qu'il semblait étouffer l'air de la pièce. Les deux officiers échangèrent un regard, visiblement incertain de la manière de gérer une telle accusation. La femme officier fut la première à parler. « Monsieur, ce que vous décrivez est une affaire personnelle, pas un crime. Si vous avez des griefs concernant votre mariage, je vous suggère de consulter un avocat. » Klaus nous regarda, Margaret et moi, avec une expression de défaite qui me serra le cœur malgré tout ce qui s'était passé. « Vous me détruisez, » murmura-t-il. « Vous détruisez tout ce que j'ai essayé de construire. »« Non, Klaus, » répondis-je doucement, sentant des larmes me piquer les yeux. « Nous essayons juste de construire quelque chose de vrai pour nous-mêmes. » Il ne répondit pas, se contentant de tourner les talons et de sortir de la cuisine, laissant les officiers derrière lui. L'homme officier s'éclaircit la gorge, visiblement gêné. « Mesdames, vous êtes libres de partir. Mais je vous suggère de régler cette situation rapidement pour éviter d'autres complications. » Nous hochâmes la tête, et sans un mot de plus, nous prîmes nos valises et nous dirigeâmes vers la porte du jardin. Les sirènes s'étaient tues, et la nuit viennoise nous enveloppa de son silence frais alors que nous sortions dans l'obscurité. Nous prîmes un taxi jusqu'à une petite auberge à la périphérie de Vienne, un endroit discret que Margaret connaissait grâce à des voyages passés. La propriétaire, une femme âgée aux cheveux argentés et au sourire chaleureux, ne posa aucune question lorsqu'elle nous attribua une chambre avec 2 lits simples. Nous étions trop épuisés, émotionnellement et physiquement, pour parler beaucoup cette nuit-là. Nous nous contentâmes de nous allonger côte à côte, nos mains entrelacées entre les lits, tandis que le poids des événements de la soirée s'installait dans nos âmes. Le lendemain matin, nous commençâmes à planifier. L'héritage de ma tante, une propriété rurale dans les Alpes bavaroises, était plus qu'un simple refuge. C'était une opportunité de recommencer. La maison, bien que nécessitant des rénovations, était entourée de prairies verdoyantes et de montagnes imposantes, un contraste frappant avec les murs oppressants de la résidence von Habsburg. « Nous pourrions en faire un lieu d'accueil », suggéra Margaret alors que nous prenions un café dans un petit café près de l'auberge. Un endroit où les gens pourraient venir pour se reconnecter avec eux-mêmes, loin des attentes de la société. Je souris, sentant une étincelle d'excitation pour la première fois depuis des mois. Comme un sanctuaire pour ceux qui ont besoin de redécouvrir qui ils sont vraiment. « Exactement, » répondit-elle, ses yeux verts brillant d'un mélange d'espoir et de détermination. Un endroit où les règles du monde extérieur n'ont pas d'importance, où l'amour, sous toutes ses formes, peut être célébré sans honte. Nous passâmes les jours suivants à organiser notre départ pour la Bavière. Elena, fidèle à sa promesse d'être une alliée, nous aida à distance en nous mettant en contact avec un avocat spécialisé dans les affaires familiales complexes. Elle nous assura également que, bien que Klaus soit furieux, il n'avait pas encore entamé de démarche légale sérieuse contre nous. « Il est blessé », nous dit-elle lors d'un appel vidéo, son visage marqué par l'inquiétude mais aussi par une étrange sérénité. « Mais au fond, il sait qu'il ne peut pas vous forcer à vivre une vie que vous ne voulez pas. Donnez-lui du temps. » Le temps, cependant, était un luxe que nous n'avions pas en abondance. Nous savions que Klaus pourrait changer d'avis et utiliser son influence pour compliquer les choses. Alors nous accélérâmes nos préparatifs. Une semaine après avoir fui Vienne, nous prîmes un train pour la Bavière, nos possessions réduites à 2 valises et à la boîte en bois sculptée contenant les lettres et photographies d'Astrid et Greta. La propriété était plus belle que je ne l'avais imaginé. Perchée sur une colline surplombant une vallée verdoyante, la maison en pierre semblait avoir été sculptée dans la montagne elle-même. Les fenêtres donnaient sur des champs de fleurs sauvages, et l'air était empreint du parfum des pins et de la terre fraîche. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que je pouvais respirer librement. Margaret, avec son efficacité habituelle, prit immédiatement les choses en main. Elle dressa une liste des réparations nécessaires, contacta des artisans locaux et commença même à esquisser des plans pour transformer une vieille grange en un espace commun pour les futurs visiteurs. Je la regardais travailler avec une admiration grandissante, émerveillée par la manière dont elle semblait renaître dans cet environnement, libérée des contraintes de son ancienne vie. Mais la transition ne fut pas sans douleur. Les nuits étaient souvent marquées par des moments de doute où Margaret se demandait si nous avions fait le bon choix. « Et si nous avons tout abandonné pour rien ?» murmura-t-elle une nuit alors que nous étions allongés dans le grand lit de la chambre principale, regardant les étoiles à travers la fenêtre ouverte. « Ce n'est pas pour rien, » répondis-je, caressant doucement ses cheveux. « Nous avons choisi d'être honnêtes avec nous-mêmes. C'est plus que ce que la plupart des gens font dans toute une vie. »
Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants dans l'obscurité. Et si je ne suis pas assez pour toi? Si tu te rends compte, dans 1 an ou 2, que tu as sacrifié trop pour une femme qui pourrait être ta mère? Je pris son visage entre mes mains, comme je l'avais fait tant de fois dans mes rêves. Margaret, tu es tout pour moi. Pas à cause de ce que nous avons laissé derrière nous, mais à cause de ce que nous construisons ici, ensemble. Elle sourit, un sourire timide mais sincère, et pour la première fois, je sentis qu'elle commençait à croire que nous pourrions vraiment être heureuses. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de travail et de découvertes. Nous rénovâmes la maison pièce par pièce, apprenant à manier des outils et à négocier avec des entrepreneurs locaux qui, au début, étaient sceptiques face à 2 femmes essayant de gérer une propriété aussi isolée. Mais Margaret, avec son charme aristocratique et sa détermination inébranlable, les gagnait 1 à 1, tandis que je découvrais une force en moi que je n'avais jamais soupçonnée. Nous commençâmes à accueillir nos premiers visiteurs 6 mois plus tard. Des artistes, des écrivains, des âmes perdues cherchant un endroit pour se retrouver. La maison devint exactement ce que nous avions imaginé. Un sanctuaire où les gens pouvaient être eux-mêmes, où l'amour et l'identité n'étaient pas dictés par des règles arbitraires. Chaque soir, après que nos invités s'étaient retirés, Margaret et moi nous asseyions sur la véranda avec un verre de vin, regardant le soleil se coucher sur les montagnes et partageant des rêves pour l'avenir. 1 an après notre fuite de Vienne, Elena nous rendit visite avec Marie, sa partenaire. Leur arrivée fut comme un baume pour nos âmes, encore marquées par la douleur de l'année passée. Elena, fidèle à elle-même, nous taquina sans relâche sur notre nouvelle vie de fermière bohème, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était fière de nous. « Vous savez, dit-elle un soir, alors que nous étions tous les 4 assis autour d'un feu de camp, je pense qu'Astrid et Greta seraient fiers de vous. Vous avez repris leur histoire là où elles ont dû s'arrêter. » Margaret serra ma main, et je sentis des larmes me piquer les yeux. « J'espère que oui, » murmura-t-elle. « J'espère que nous les honorons. » Klaus ne nous contacta jamais directement, mais Elena nous tint informés de ses agissements. Il avait vendu la maison von Habsburg à Vienne et déménagé à Salzbourg, où il s'était remarié avec une femme qui, selon Elena, correspondait parfaitement à son idée d'une épouse idéale. La nouvelle me fit mal, non pas par jalousie, mais par la prise de conscience qu'il avait cherché à remplacer ce que nous n'avions jamais vraiment eu. Quant à Margaret et moi, nous trouvâmes une paix que nous n'aurions jamais cru possible. Nos journées étaient remplies de travail acharné et de moments de joie simple. Cuisiner ensemble dans la cuisine rustique, jardiner côte à côte, ou simplement nous asseoir en silence, nos mains entrelacées, écoutant le vent dans les arbres. Un soir, alors que nous regardions un ciel étoilé depuis la véranda, Margaret sortit la boîte en bois sculptée. Elle l'ouvrit et en tira une lettre qu'elle n'avait jamais partagée auparavant, écrite par Astrid à Greta dans les derniers jours de leur vie. « Lis-la à haute voix », me demanda-t-elle doucement. Je dépliai le papier fragile, ma voix tremblante alors que je commençais « Mein liebstes Herz ». Chaque jour sans toi est une éternité, mais je porte ton amour dans mon cœur comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Nous n'avons peut-être pas eu le monde, mais nous avions l'une l'autre, et cela était plus que suffisant. Si le destin nous réunit dans une autre vie, je t'aimerai encore, avec chaque souffle, chaque battement de cœur, jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. Bis wir uns wiedersehen. Astrid, des larmes coulèrent sur mes joues lorsque je terminai. Margaret me prit la main et murmura « Elles nous ont donné cela, Ingrid. Leur amour nous a donné le courage d'être ici, maintenant, ensemble. » Je me penchai pour l'embrasser, un baiser doux, mais chargé de tout ce que nous avions traversé, tout ce que nous avions construit. « Bis wir uns wiedersehen », murmurai-je contre ses lèvres. Et pour la première fois, je sentis que nous avions vraiment honoré l'amour d'Astrid et Greta, non pas en répétant leur histoire, mais en écrivant la nôtre. Épilogue. Des années plus tard, la propriété était devenue un havre reconnu pour ceux qui cherchaient à échapper aux contraintes de la société. Nous avions transformé la vieille grange en une salle de conférence où des poètes, des musiciens et des penseurs partagèrent leurs idées sur l'amour, l'identité et la liberté. Margaret, avec ses cheveux désormais striés d'argent mais ses yeux toujours aussi brillants, était devenue une figure maternelle pour beaucoup de nos visiteurs, tandis que je trouvais ma propre voix en tant qu'écrivaine, publiant un roman inspiré par notre histoire sans jamais révéler les détails les plus intimes. Klaus ne nous pardonna jamais complètement, mais avec le temps, il envoya une lettre, brève mais sincère, exprimant son désir que nous soyons heureuses. Ce fut un petit pas, mais suffisant pour apaiser une partie de la douleur de notre séparation. Quant à Elena, elle et Marie devinrent des visiteuses régulières, apportant avec elles une énergie qui nous rappelait toujours pourquoi nous avions tout risqué. Lors de leur dernière visite, Elena me tendit une petite peinture qu'elle avait réalisée. Un portrait d'Astrid et Greta, basé sur les photographies, mais avec nos visages subtilement entrelacés dans les ombres. « Pour que vous vous souveniez toujours d'où vous venez », dit-elle avec un clin d'œil.
Ce soir-là, alors que Margaret et moi nous tenions sur la véranda, regardant les étoiles scintiller au-dessus des Alpes, je réalisais que nous avions non seulement trouvé l'amour, mais aussi une maison, un but et une vérité qui nous appartenait entièrement. Nous avions brisé les chaînes des attentes, non pas pour détruire, mais pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique. Et dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle partagé, je pouvais sentir l'écho d'Astrid et Greta, nous remerciant d'avoir eu le courage qu'elles n'avaient jamais pu pleinement embrasser. Chers abonnés, c'est la fin de cette histoire d'amour, de courage et de rédemption. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de récits qui explorent les complexités du cœur humain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire d'Ingrid et Margaret et notez-la de 0 à 10. Vos pensées sont ce qui donne vie à ces récits. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.